bonsoir à tous. À la une de ce journal, Douala-Est, dans l'étau des interminables bouchons, des transporteurs routiers, des voyageurs interurbains, automobilistes et usagers broient du noir sur une partie de la pénétrante Est, devenue l'axe routier le plus engorgé du Cameroun. Vous verrez dans ce journal comment la lenteur des travaux d'extension de la route et le manque de voies de contournement aggravent le calvaire des Camerounais et plombent les activités économiques dans la ville de Douala. L'espace foncier du Cameroun aiguise déjà l'appétit de la Chine. Selon une université américaine, le Cameroun bat le record en Afrique des terres vendues aux entreprises chinoises. Plus de 100 000 hectares de terres cédées en l'espace d'une trentaine d'années, révèle cette université américaine. Quel est l'enjeu géostratégique de l'acquisition chinoise des terres au Cameroun et en Afrique? Élément de réponse dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La pénétrante Est de Douala est paralysée depuis plusieurs semaines. Des transporteurs routiers, voyageurs interurbains, automobilistes et usagers ordinaires broient du noir en l'absence d'une voie de contournement et au regard de la lenteur des travaux effectués sur cette route. Ils doivent affronter un parcours de combattants, passer des heures à pouvoir se faufiler entre des embouteillages devenus interminables du matin jusqu'au soir, ceci sous le regard silencieux des autorités administratives. C'est un grand reportage que signent Warren Zede, Mitterrand Dam et Jean-Paul Chouniat. À perte de vue, une file interminable de véhicules, presque en attente, à la sortie est de la ville de Douala. À la queue leu dans les deux sens, les voitures se déplacent au centimètre près. Je suis quitté de l'agence à 6h30, me voici déjà à 8h50. Déjà plus de 2 heures de temps, rien que je n'ai pas encore fait, je suis encore abonné 10. Je ne suis même pas atteint Yassa. Quittant d'ici Henri, peut-être je peux encore prendre même plus de 3 heures de temps. Pourtant que j'ai déjà mis 2 heures de temps sur place. Du carrefour de Bi pour arriver rien qu'ici, à l'endroit où nous sommes. Je quitte là-bas de 17h30. J'arrive ici à 1h45 le matin. C'est terrible. De l'entrée Bi au marché d'Orpassi, c'est l'avant-goût d'un enfer terrestre que les usagers vivent en vrai du rond-point borne 10 jusqu'au carrefour Yassa. Hier, je suis allé faire un travail à Bonabéry. Je suis arrivé ici au marché d'Orpassi, il était 19h, presque 30. Mais à ma grande surprise, je me suis retrouvé à minuit 35. Pour aller en ville aussi, pour revenir ici, c'est pas facile. Tu peux même faire 5 heures du temps dans le taxi. Du marché central ici. Des fois même le taxi se fâche, il te laisse en route à mi-chemin. Oui, il te dit qu'il ne continue plus. Tu es obligé de descendre maintenant, peut-être payer la moto plus cher encore parce que tu veux arriver. Une distance de moins de 3 km qui se parcourt désormais en de longues heures, soit un peu plus que la durée du trajet Douala-Yaoundé, long de plus de 200 km. Vraiment c'est terrible mon frère, c'est terrible. Puisque nous on met 4 heures du temps, marché d'Orpassi, Yassa. Et pourtant les 4 heures du temps, c'est le temps qu'on met des marchés de Yassa, Yaoundé. Maintenant on met des marchés d'Orpassi, de Yassa. 4 heures du temps, 5 heures du temps. C'est terrible. On s'arrête à Dibamba, on n'arrive même pas à Yaoundé. On arrive à la Dibamba, on a fait presque 2 heures de temps. Donc c'est pratiquement Douala, Boumniebel. Vous voyez, Niala est bloqué et Arrêt est bloqué là. Rien n'avance. Pour prendre rien qu'un camion de sable à Dibamba pour venir au niveau de Trades là, c'est 4 heures de temps. 4 heures de temps. Pour on est gars là, on ne fait rien, pratiquement rien. À Douala là, ça ne va pas. Pour les embouteillages, c'est le trou. On part de Bertoua, on attend 22 heures pour traverser, on est obligé d'arriver ici le lendemain. Le pic de ce chemin de croix, c'est aux heures de pointe. Au petit matin, entre 5h et 8h30, et en après-midi, de 17h à X heures. Sur les lèvres de tout le monde, pas plus récurrent que le mot embouteillage. L'embouteillage est aussi là, donc nous on supporte seulement. L'embouteillage que vous-même vous voyez là. Voilà mon véhicule, je n'ai pas pu sortir ce matin parce que si je rentre à 2h le matin et que je dois ressortir, je dors pendant combien de temps?
non. Il n'y a plus d'heure pour l'embouteillage. Ça commence à 5 h jusqu'à 5 h. Il n'y a plus d'heure. Ici, là, toutes les activités sont en arrêt. Il n'y a plus moyen. Les mototaximens, habitués à faufiler même dans le moindre trou de souris pour se frayer le passage, sont eux aussi dépassés par les événements. Ah, on va faire comment? On ne peut rien. On fait avec, parce qu'on ne peut rien. On n'a pas de choix. Mais on a beaucoup de peine à passer. Trop d'embouteillage. Il y a l'embouteillage, il y a même les voitures qui meurent en route, on n'enlève même pas. La communauté ne fait même pas son travail. On n'arrive même pas à bien circuler. Nous-mêmes, ça ne va pas. Nous-mêmes, les piétons, ça ne va pas. Et la cause de tous ces embouteillages sans fin, la voici. Les travaux de réfection et extension de cette route jusqu'au pont sur le fleuve d'Ibamba, avec des travaux qui iraient dans tous les sens. C'est dû à la lenteur des travaux, même le manque de volonté. Les déviations à gauche, à droite, on ne comprend rien. La déviation même est impraticable. Donc vraiment, les travaux de ce côté, ça ne vaut pas la peine. On est à travers la route, on ne sait pas. Parce qu'ils font la déviation, ils ne finissent même pas. Ils sont partout. Voilà l'eau qui traverse la chaussée. Pour combien de temps va encore durer cette galère? Les habitués de cette route n'ont de choix que de s'armer d'une bonne dose de patience quotidienne pour tenir le coup. Nous sommes garés, regardez là partout, c'est garé, il n'y a pas moyen, nous sommes garés. On est obligé d'attendre qu'ils finissent de travailler les travaux. Au départ, ils ont voulu casser, ils ont dit qu'ils devaient casser un côté pour arranger et le faire circuler de ce côté. Mais non, comme ça qu'ils ont cassé tous les deux côtés, ils ne font rien. Bon, ils vont prendre les exemples, ils vont prendre peut-être que c'est la pluie, mais non. Je peux leur demander seulement qu'ils accélèrent les travaux, puisqu'ils ont été engagés, on ne peut plus arrêter. Mais ils ont engagé en son de plus, ce qui est anormal. On ne devait pas engager ces travaux maintenant. La situation pourrait même s'empirer d'ici septembre, avec le risque pour tous ces usagers et leurs engins de faire un de ces jours une baignade forcée dans un lac spontané formé à la suite des fortes pluies arrosant la ville de Douala en ce moment. Alors que le gouvernement camerounais célèbre la coopération bilatérale entre Pékin et Yaoundé, une enquête révèle ce qui s'apparente à un scandale foncier. Entre 1987 et 2016, plus de 100 000 hectares de terre ont été vendus aux entreprises chinoises, selon l'université américaine Johns Hopkins. Les acquisitions de ces terres se sont déroulées dans des conditions floues, encore peu connues du public. Et cependant, qu'est-ce qui explique l'intérêt de la Chine pour les terres en Afrique? Quel est l'enjeu géoéconomique au-delà de la coopération entre la Chine et l'Afrique? Élément de réponse avec Guy Zogo. Face à la question des terres arables dont la Chine s'accapare en Afrique, Benoît Aïssi, expert des questions foncières, souligne que la terre est perçue comme une richesse stratégique autant par les Occidentaux que les Asiatiques. La terre est une richesse au même titre que le pétrole, le gaz, les minerais, et ainsi de suite. Vu par les autres, c'est-à-dire les pays étrangers, les occidentaux, les asiatiques aujourd'hui, la terre est une richesse. Et le malheur veut que ici chez nous, en Afrique et au Cameroun particulièrement, lorsque vous êtes détenteur d'une richesse qui est convoitée par les autres, lorsque les autres finissent par s'en approprier, vous devenez pauvre. Devant cette déferlante sur le continent africain, notamment au Cameroun, il relève la nécessité de faire figurer des exigences dans toute opération d'acquisition des terres. La démarche que les populations par rapport aux investisseurs chinois doivent adopter est celle d'exiger des autorités camerounaises qui gèrent ou qui sont supposées gérer les terres, que les terres ne soient pas cédées aux Chinois, j'ai envie de dire, comme un cadeau. Cela particulièrement lorsque celles-ci sont déjà exploitées par les populations locales. Si il y a des populations qui exploitent, qui vivent des terres que les Chinois viennent utiliser, il faut absolument que dans les contrats que ces Chinois signent avec les autorités camerounaises, qu'il y ait des clauses qui
qui détermine exactement la contrepartie permanente que les populations qui étaient ou qui exploitaient ces terres vont obtenir de l'exploitation que les Chinois vont réaliser aussi longtemps qu'ils demeureraient sur ces terres. Cette précaution, ajoute-t-il, s'avère nécessaire au cas où les acquéreurs étrangers devraient être amenés à se retirer. Parce qu'on peut imaginer que les Chinois viennent un temps, ils font le travail et ils repartent. Mais s'ils devaient repartir, il faudrait bien que les terres reviennent à leurs anciens propriétaires. Et donc c'est pour cela que le temps que ces terres sont cédées ou peuvent être cédées aux Chinois, même si ce temps doit durer 20 ans, 30 ans, 50 ans ou 100 ans, il doit avoir des clauses là-dedans qui disent exactement qu'est-ce que les populations qui bénéficiaient de ces terres vont avoir en contrepartie le temps que ces exploitations vont durer. Au total, pour l'expert des questions foncières, il faudrait proscrire la possibilité d'achat de terres arables comme c'est le cas aujourd'hui en Afrique. On ne doit pas parler d'achat de terrain par rapport aux étrangers. On ne devrait pas parler d'achat de terrain. Mais ça, ce serait comme si on coupait une partie du territoire national qui devenait chinois. Ça, ça ne doit pas exister, ce genre d'assertion. Ce qu'on doit plutôt dire, c'est que ces Chinois, disons peut-être vis-à-vis de l'État, ils louent le terrain. Ils louent le terrain, des bails amphithéotiques qui peuvent durer le temps que le contrat peut fixer. Mais pendant cette durée, qu'il y ait une contrepartie qui va être payée à l'État, mais il doit avoir aussi une contrepartie qui doit être payée aux populations initialement exploitant de ces terres. Un souhait démenti jusqu'ici par la frénésie d'acquisition de ces terres arabes en Afrique justement et au Cameroun par la Chine. Dans le reste de l'actualité, seulement un enfant sur 3 est allaité exclusivement au lait maternel au Cameroun. Ces chiffres en deçà des attentes de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS y voit plutôt une cause de la mortalité infantile. Des jeunes mères ont été appelées à se réajuster pour préserver et garantir la croissance de leurs enfants. C'était lors du lancement de la Semaine nationale de l'allaitement maternel à Yaoundé. D'autres précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Allaiter exclusivement au lait maternel jusqu'à 6 mois. Voilà une équation bien difficile pour de nombreuses femmes. Et les prétextes ne manquent pas. Des vertes et des pas mûres, entendus au quotidien. Elles disent souvent que c'est le manque de temps parce qu'elles travaillent. D'autres disent, comme les langages du quartier, mon lait est gâté. D'autres disent carrément que mon lait est trop petit, ne suffit pas au bébé. D'autres disent que non, mon sein carrément ne coule pas. Donc, c'est des choses qui ne sont pas justifiées. Pourtant, l'allaitement maternel est la base même de la croissance de l'enfant, tant il présente de nombreux avantages. L'allaitement maternel exclusif apporte le maximum d'éléments à l'enfant pour pouvoir avoir une croissance optimale, un bon développement cérébral pour l'avenir de ce petit. Dès les premiers instants de vie, tout bébé devrait être mis au sein et recevoir le colostrum, qui est considéré comme un vaccin, le premier vaccin pour cet enfant. La semaine camerounaise de l'allaitement maternel donne l'occasion une fois de plus d'attirer l'attention des femmes sur la nécessité de faire profiter au maximum à leur progéniture les bienfaits du lait issu de leur sein. Les derniers chiffres camerounais, vous les avez, ils sont disponibles dans l'enquête démographique et de santé 2018 qui doit être de 1 sur 3 à peu près. Donc ça reste faible. L'objectif de l'OMS étant qu'au moins un enfant sur 2 soit exclusivement allaité au sein pendant les 6 premiers mois de vie. Parce que ce que l'on sait, c'est que pour réduire la mortalité infantile, il faut absolument accroître le taux d'allaitement maternel exclusif durant les 6 premiers mois de vie. Ça permet au niveau mondial d'éviter à peu près 800 000 décès. Donc c'est pour dire que cette intervention d'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois est celle qui vient juste après la vaccination pour sauver les vies infantiles. Des causeries éducatives et un atelier sur les bonnes pratiques en allaitement en constituent les temps forts du lancement de la semaine camerounaise de l'allaitement maternel. Sur notre site, nous avons fait des progrès parce que nous avons mis en place ce que l'on appelle la consultance en lactation,
qui a un poste fixe de conseil en allaitement, il faut que les femmes sachent comment allaiter, sachent comment positionner l'enfant au sein, sachent comment se positionner, sachent qu'elles doivent allaiter de jour comme de nuit au début pour lancer la lactation. Si elle a allaité, si elle a un deuil, comment elle va faire? Comment est-ce qu'elle va exprimer le lait? Comment est-ce qu'elle va conserver le lait? Comment est-ce qu'elle fait si le sein est gonflé? Est-ce que le lait gâté existe vraiment? Et nous sommes en train, avec l'aide de l'Association camerounaise des femmes médecins, à aider d'autres formations sanitaires à mettre en place des cellules de conseil en lactation. On appelle ça la consultance à lactation. C'est aujourd'hui reconnu comme étant une prestation à part entière. La coalition camerounaise pour l'allaitement maternel a vu le jour. C'est la fédération des énergies de plusieurs associations, dont l'Association camerounaise des femmes médecins, autour de la recherche d'un idéal commun, à savoir amener les femmes à allaiter leurs enfants exclusivement au lait maternel, jusqu'à 6 mois au moins. Dans ce chapitre santé, le taux de prévalence des hépatites est inquiétant dans la région du Sud, évalué à plus de 10,5%. Ce taux est bien supérieur à la moyenne nationale. En clair, les hépatites virales font rage dans cette partie du Cameroun. Roger Takala et Flavien Dongo nous en disent plus dans ce reportage. Les hépatites virales sont comptées parmi les pathologies qui font gonfler le taux de mortalité au Cameroun. Les prévalences nationales sont de 8,3% pour l'hépatite virale B, 1,03% pour l'hépatite virale C, et pour l'autre hépatite delta, on est à peu près à 10,5%. Véritable tueur silencieux, ces maladies virales évoluent dans l'organisme à bas bruit. Des victimes se découvrent en phase terminale pour la plupart des cas. Et c'est la région du Sud qui porte la palme d'or. Dans la région du Sud, on est à 10,7%, soit une prévalence un peu plus élevée que la prévalence nationale. Donc, c'est grave. C'est d'autant plus grave que l'ignorance qui anime la population sur les méfaits de ces pathologies virales constitue l'un des facteurs de risque au Cameroun comme sur le continent africain. Malgré la disponibilité des outils de diagnostic et l'efficacité des traitements, moins d'un dixième des 71 millions de personnes atteintes d'hépatite B ou C en Afrique a accès au dépistage. Le dépistage, ce phénomène qui fait parler de lui que lors des grands rendez-vous sanitaires. Pourtant, une action permanente permettrait de sensibiliser un peu plus et sans doute réduire le taux de prévalence qui tutoie déjà l'inquiétude. Force est néanmoins de reconnaître que l'accès au dépistage et au traitement reste encore limité. C'est une situation qui est d'autant plus regrettable que lorsque les personnes infectées sont mises sous traitement, elles sont pour la plupart guéries avec succès. Le choix de la ville de Bolova, dans la région du sud de Cameroun, pour lancer le mois de lutte contre les hépatites virales n'est pas par hasard. Non seulement pour réduire le taux de prévalence élevé dans cette partie du pays, mais aussi pour marquer les bienfaits du partenariat noué pour le combat contre ces tueurs. Au cours de la dernière décennie, le ministère de la Santé publique, accompagné par ses partenaires techniques et financiers, a considérablement augmenté l'offre de services dans la prise en charge globale des hépatites virales. Je citerai la mise en œuvre progressive de la décentralisation de la prise en charge, à l'instar du centre de traitement que nous avons l'honneur de lancer ce jour à l'hôpital régional de Bolova. La multiplication des campagnes de dépistage et la sensibilisation contre ces maladies, ainsi que la réduction du coût du traitement, pourraient contribuer à réduire considérablement les hépatites virales au Cameroun. Et le ministre de la Santé publique a procédé aux mutations et changements des directeurs des hôpitaux régionaux sur le triangle national. L'arrondissement de Yaoundé 6 est-il le théâtre d'une insécurité grandissante au moment où des agressions et autres actes de banditisme sont décriés? Les autorités locales essayent tant bien que mal de réactiver le renseignement prévisionnel. Lors des concertations avec les populations, une plus grande vigilance a été prescrite pour contrecarrer des actes qui vise à menacer la paix dans la cité capitale. Reportage Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Bien que l'alerte ne soit pas encore au rouge, l'arrondissement de Yaoundé 6 n'est pas à l'abri de l'insécurité et de son cortège de malheurs. Nous avons quelques délinquants qui escaladent donc les murs du centre par derrière les habitations pour venir perpétrer soit des actes de vol. Le deuxième problème que nous avons, c'est la cohabitation avec le service culturel
Ce qui fait que les gens profitent parfois, prétextant qu'ils viennent en paroisse, alors qu'ils entrent dans le centre et volent soit des matériaux dans les chantiers, si vous laissez traîner un sac quelque part à côté d'un bâtiment, et ils s'en vont avec. C'est conscient de ces défis sécuritaires et tirant les leçons de l'appel à la vigilance lancé récemment par le MINAT que le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 6 a réuni les forces de maintien de l'ordre, les chefs traditionnels et les autorités municipales. Question de leur rappeler l'impérieuse nécessité d'ouvrir l'œil et de surfer sur le renseignement prévisionnel afin que toute tentative visant à perturber la tranquillité des populations soit vouée à l'échec. Au jour le jour, la situation, par exemple, du développement exponentiel de la population est quand même préoccupant. Et on doit intégrer cet afflux de population dans le maintien de l'ordre et rappeler aussi aux uns et aux autres qu'ils doivent uniquement jouer leur rôle pour éviter de créer des tensions sociales qui peuvent dégénérer en perturbation de l'ordre public dans l'arrondissement. On ne saurait tolérer des écarts de comportement qui soient de nature à discréditer les institutions. Yaoundé 6 ne saurait être un laboratoire d'expérimentation du désordre urbain, du vol, de la propagation de la haine tribale, de la délinquance et autres actes répréhensibles. Aussi, un appel à l'extrême vigilance a-t-il été lancé en direction des populations qui doivent jouer franc jeu pour maintenir l'arrondissement dans la paix. Il faut redoubler de vigilance pour que tout fait digne d'intérêt soit porté à l'attention des responsables chargés du maintien de l'ordre ou de la sécurité. De même que ceux qui exercent un certain nombre d'activités, je les invite à respecter scrupuleusement la réglementation. Avec une population cosmopolite, l'arrondissement de Yaoundé 6 est un bel exemple d'intégration et du vivre ensemble. Cette unité administrative reste debout, malgré quelques poches d'insécurité. Dans l'escale internationale, en République démocratique du Congo, le pays peine à endiguer la propagation du virus Ebola. Cette épidémie ne cesse de faire des ravages, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale. D'autres détails avec Gladys Sidier. Entre août 2018 et août 2019, Ebola a fait plus de 1800 morts en République démocratique du Congo. Un an plus tard, le virus n'est toujours pas contenu. L'OMS a fait de l'épidémie d'Ebola une urgence de santé publique de portée internationale après la découverte d'un premier cas mi-juillet à Goma. Un nouveau cas a été confirmé mercredi, portant à 3 le nombre de personnes contaminées dans la ville de Goma. Il y a un nouveau cas à Goma, une personne qu'on a contrôlée, et malheureusement son cas est positif. L'épidémie a également eu plusieurs conséquences politiques. Le ministre congolais de la Santé a démissionné. Il critique notamment l'expérimentation prochaine d'un nouveau vaccin dans le pays. Sur le plan international, l'Arabie Saoudite a fermé les portes de la Mecque aux musulmans vivant à RDC pour prévenir tout risque de propagation lors du pèlerinage. Vous savez, le pèlerinage, c'est l'appel de Dieu. Mais pour sauver les millions de musulmans qui vont effectuer leur pèlerinage à la Mecque, c'est une décision salvatrice. Parce qu'on peut être contaminé par le virus Ebola, vous ne savez pas. Une fois arrivé à la Mecque avec les contacts avec les plusieurs millions de musulmans qui sont là, en tout cas, ça c'est mettre la vie des hommes en danger. Pour éradiquer le virus Ebola en RDC, l'UNICEF demande de l'aide pour obtenir des fonds et vacciner le plus de personnes possible. Parlons à présent de la Confédération africaine de football qui est désormais sous normalisation. C'est la secrétaire générale de la FIFA qui doit pendant 6 mois veiller à l'audit de la CAF secouée par des querelles internes, mais également des scandales de gestion qui ont émaillé l'exécutif de la CAF et le président de la Confédération africaine de football, désormais sous la touche, pendant cette normalisation assurée par la FIFA. D'autres précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. 6 mois pour aboutir à un audit général de la Confédération africaine de football. Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, nommée déléguée générale pour l'Afrique, va passer par la supervision de la gestion opérationnelle de la CAF.
y compris les procédures administratives et de gouvernance, l'organisation efficace et professionnelle de toutes les compétitions de la CAF, puis la croissance et le développement du football dans tous les pays et régions de la Confédération africaine de football. Fatma Samoura débarque donc à la CAF en ce début du mois d'août avec la détermination de la remettre sur les rails. Depuis l'arrivée d'Amad à la tête de la CAF, l'instance est régulièrement secouée par des soupçons de corruption et des dysfonctionnements dans l'organisation des compétitions, même si la CAF fait savoir que c'est elle qui a sollicité l'aide de la FIFA pour servir au mieux les intérêts du football africain. L'on sait que l'interpellation d'Amad en France le 6 juin dernier, où il avait été entendu dans le cadre de l'affaire concernant la rupture unilatérale du contrat avec Puma au profit d'une autre structure, avait forcé la FIFA à réagir, tout en mettant en avant la présomption d'innocence. Elle avait réaffirmé sa fermeté résolue à éradiquer toutes les formes d'actes répréhensibles à tous les niveaux du football. Au bout de ces 6 mois comme délégué général de la FIFA pour l'Afrique, la mission de Fatma Samoura pourrait être prolongée de 6 autres mois. De la nécrologie dans ce journal, Sadou Ayatou, ancien premier ministre camerounais, est décédé des suites de maladies. Il avait dirigé le gouvernement durant les années de braise, au début des années 90 au Cameroun. Certaines générations d'hommes politiques n'ont pas oublié qu'il avait conduit les travaux de la tripartite pour la réforme de la vie institutionnelle. L'ancien premier ministre décédé de suite de maladies. Des reportages dans ce journal, le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie qui affûte ses armes pour préparer les enfants pour la prochaine rentrée scolaire 2019-2020. Et lors du départ en congé des enfants, ils ont été appelés à bien se préparer durant les vacances pour une rentrée scolaire réussie au sein du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie. Reportage. Le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie du quartier Siméon 3, lieu-dit Sono City à Yaoundé, a clôturé son année scolaire 2018-2019 en juin dernier. C'est en 2 jours, dont le premier pour les tout petits de la maternelle et le second pour les enfants du primaire, que s'est déroulée cette cérémonie. Occasion pour les parents de faire de brillants témoignages au sujet de l'excellent travail abattu par l'administration et le corps enseignant du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie au profit de leur progéniture. Les élèves de la maternelle et du primaire ont quant à eux présenté leur savoir-faire incontestable à travers récits, chants, ballets, dictées, calculs, sketchs et surtout le journal parlé bilingue devenu culte en pareille circonstance. In education, excellence from Brian results recorded. Actualité sur la session bilingue et l'ouverture des salles multimédia. Dans son discours bilan, le fondateur Bertin Tonleux du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie a mis un point d'honneur sur les résultats enregistrés en fin d'année scolaire par les élèves de classe 6 et du cours moyen 2e année. Dans la section anglophone, 100% de réussite aux commandes entrance. Dans la section francophone, 100% dans tous les lycées sollicités. 100% de réussite au collège Jean Tabi, 100% au collège Jésus-Marie, 100% au collège Saint-Benoît, 100% au collège Vogt. Notons que c'est un élève du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie qui a obtenu le 2e rang au concours d'entrée en 6e au collège Vogt avec une moyenne de 18,14 sur 20. C'est le nommé Tchakoté Kene Damien à qui le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie a offert un ordinateur portable en signe d'encouragement. Comme les années antérieures, la moisson a été sans bavure pour les candidats du groupe scolaire bilingue Sainte-Marie au certificat d'études primaires et au First School Living Certificate. 100% de réussite, preuve que chaque maillon de la chaîne a rempli sa part du contrat. D'où les remerciements du fondateur aux conseillers pédagogiques, aux enseignants, aux élèves et à leurs parents. Relevons pour le marteler que le groupe scolaire bilingue Sainte-Marie compte 3 sections, notamment anglophones, francophones et bilingues intégrales, réparties dans 2 campus, 2 salles multimédia pour faciliter l'arrimage des élèves aux techniques de l'information et de la communication. I would recommend any parent who like the child to succeed, to be hardworking, to send the child to St. Mary. It is very, very wonderful. Il existe un établissement au Cameroun
qui prônent l'excellence. Du côté de la section bilingue, ils sont parfaitement bilingues. En définitive, c'est un bilan très satisfaisant qui a été dressé au groupe scolaire bilingue Sainte-Marie en cette fin d'année 2018-2019, confirmant ainsi sa suprématie dans l'arrondissement de Yaoundé 3e et surtout sa devise, à savoir rigueur, travail, excellence. L'entreprise Buldex International, spécialisée dans la vente du matériel et accessoires de construction, a présenté son savoir-faire aux autorités administratives de la région du littoral. Reportage. À travers ce geste, je voudrais solennellement inaugurer la société Buldex, en réalité son extension de Douala ce jour. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? C'est le représentant du gouverneur de la région du littoral qui, à travers ce geste, confirme l'existence et surtout l'ouverture officielle de Buldex International à Douala. La structure qui voit le jour dans la capitale économique est spécialisée dans la vente du matériel et accessoires de construction de qualité supérieure. Il s'agit donc là d'une maison dont la notoriété est bien établie au niveau international et qui choisit aujourd'hui Douala pour entreprendre son expansion au Cameroun. Son potentiel économique, entretenu par une clientèle sélecte, exigeante et amatrice de bonnes et belles choses. De mettre à la disposition des populations de Douala des matériaux de construction dernière génération dont la qualité ne souffre d'aucun doute. L'autorité administrative qui égrène les prouesses de Buldex International donne de l'eau à la bouche des hommes des médias ainsi que des invités de marque venus prendre part à la cérémonie d'ouverture de la structure chargée de vie. Après notre visite, j'ai pu constater une très bonne qualité des produits et surtout des prix assez abordables. Et ce que j'apprécie également, c'est qu'au Cameroun, qu'on puisse trouver des produits de très bonne qualité. Ces produits et services en matériaux de finition de construction de haute facture, répondant aux normes et qualités internationales, sont une inspiration des traditions italiennes et espagnoles, où chaque détail est pris au sérieux et où la performance et le luxe ne sont plus un rêve. On œuvre spécialement pour la qualité et avec des prix très étudiés et attractifs. Aujourd'hui, on ne s'installe pas pour entrer dans l'anarchie du marché, mais pour se démarquer un peu avec les produits de qualité à des prix exceptionnels. C'est un peu la particularité de Buldex. D'où le credo, le luxe n'est plus un rêve. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit pour les plus nantis, mais qui ont l'envie de se procurer des produits pérennes. Et c'est pour cette raison que Buldex s'installe à Douala. Bien avant Douala, Buldex International fait ses preuves à Yaoundé dans la région du centre depuis 2009. Des clients qui y ont fait des achats par curiosité sont revenus par conviction, de par la qualité du service et du matériel vendu. Nous devons innover dans la façon de présenter les services, dans la façon de concevoir les choses. Nous allons le faire. Nous allons révolutionner ce métier, nous allons révolutionner la vente, nous allons révolutionner tout ce qui se fait dans la construction. Comme dans toute action sérieuse, Moustique le charismatique, dans une prestation intéressante, a séduit les invités présents à la cérémonie d'ouverture de Buldex International, située face Laborex à Aquadouala. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Sadoua Yatou, ancien Premier ministre du Cameroun, s'en est allé. Plusieurs générations d'hommes politiques camerounais retiennent de lui le fait qu'il avait présidé la conférence tripartite visant à réformer la vie institutionnelle du Cameroun. Lui qui était premier ministre aux années des Braises, au début des années 90 au Cameroun, il s'en est allé à l'âge de 77 ans, décédé des suites de maladies, et des Camerounais, du moins ceux du Sérail, qui lui rendent un vibrant hommage en tant que haut commis de l'État. Voilà, c'est dans l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi, 20h. Rendez-vous certainement demain, vendredi, nous serons encore ensemble, Serge Alain. Voilà, bon, voilà, vous avez rectifié de vous-même, on va continuer, hein.